Bon, alors, je pense qu'on va commencer. Il y a que 41 étudiants, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est correct. Très bien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir deux conférences. Ce sont les plus longues conférences sur le programme. La conduite à tenir devant un diarrhée chronique et la pancréatite chronique. Il faut savoir qu'on va voir défiler toute la gastroentérologie sur ces deux conférences. Donc, on va commencer par la conduite à tenir devant une diarrhée chronique. J'ai synthétisé le cours au maximum pour éviter d'être long. Alors, comme introduction, le diagnostic de diarrhée chronique est facile. On va voir que c'est une question de durée, du nombre de selles ou du poids des selles. Euh, c'est un motif très fréquent de consultation, gastroentérologie. Le diagnostic étiologique, par contre, il est difficile. Il y a de multiples étiologies qui peuvent concerner les organes creux, par exemple l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, et même les glandes annexes, certaines pathologies pancréatiques, voire biliopancréatiques ou du foie. Il faut éviter des examens complémentaires coûteux et parfois. Donc il faut éviter les examens complémentaires qui sont inutiles, hein, qui sont coûteux, et il faut savoir faire des examens de manière hiérarchisée, c'est-à-dire faire des examens complémentaires en fonction, hein, de votre raisonnement et de votre fil conducteur. Alors, comme définition, la diarrhée chronique, c'est une diarrhée qui évolue depuis plus de 4 semaines, c'est-à-dire plus de 28 jours, avec un poids supérieur à 200-300 grammes par jour. Ce sont des émissions fréquentes, en général supérieures à 3 fois par jour, et qui sont trop molles, trop liquides. Par rapport, en comparaison avec la diarrhée aiguë, c'est une diarrhée qui dure depuis une semaine. En général, c'est moins d'une semaine. Mais on peut tolérer une diarrhée aiguë, hein, jusqu'à 14 jours. Entre 14 et 28 jours, on passe à ce qu'on appelle une diarrhée prolongée. Il faut savoir que là, dans la diarrhée prolongée, il y a une petite exploration quand même à faire avec des examens au niveau des selles. Il faut faire une contre-parasitologie des selles et voire même une rectocyclomendoscopie. C'est ça le bilan minimal pour une diarrhée prolongée. Pour la diarrhée chronique, on va voir par la suite en détail. Trois diagnostics différentiels, c'est-à-dire faire la différence entre la diarrhée chronique et d'autres symptômes. On a l'incontinence anale, avec le patient ne peut pas retenir ses selles à cause d'un déficit, hein, au niveau des muscles de l'anus, des sphincters. On a la fausse diarrhée du constipé, parfois un malade qui est constipé pendant une longue période. Après, soit il prend un traitement laxatif ou parfois il fait ce qu'on appelle une débâcle. Hein, il va évacuer tout le contenu de son côlon. On parle de fausse diarrhée. On a aussi le syndrome rectal qui est généralement présent dans certaines pathologies inflammatoires du rectum et qui se manifeste par ce qu'on appelle des ténesmes et des étreintes. Donc, il y a des douleurs rectales et il y a des sensations de fourmillement. Donc le malade a l'envie d'aller à la selle et quand il part, là, il y a soit des petites déjections, soit il y a une émission de gaz. Comme tout symptôme
fonctionnelle en gastroentérologie. L'enquête diagnostique doit passer par 3 étapes habituelles. Donc, on a l'interrogatoire, on doit préciser certains éléments, on a l'examen physique et on a les examens complémentaires. L'interrogatoire, il doit être minutieux, policier. La diarrhée chronique, en premier, il y a plusieurs étiologies, donc il faut s'axer sur toutes les pathologies de différentes familles. Donc, pathologie inflammatoire, pathologie tumorale, pathologie iatrogène. Donc, on va interroger le malade s'il y a une notion, par exemple, d'une irradiation abdominopelvienne, c'est de la radiothérapie, surtout pour les néoplasies de la prostate chez l'homme et des néoplasies gynécologiques chez la femme. On va demander s'il y a une maladie endocrinienne, laquelle est suivie, soit elle concerne la thyroïde, ou surtout le diabète, et rechercher une maladie rhumatismale, une arthropathie, un rhumatisme articulaire, pour lequel votre malade est suivie. Il y a certaines arthropathies qui sont associées à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il faut chercher aussi la notion d'intervention chirurgicale sur l'intestin grêle. La prise médicamenteuse, c'est très important. Il y a certains médicaments qui peuvent provoquer la diarrhée, certains antibiotiques, les anti-inflammatoires, les stéroïdiens, certains hypoglycémiants et parfois même certains médicaments laxatifs qui vont provoquer de la diarrhée osmotique. On va voir par la suite. Et aussi, si par exemple votre malade consomme des aliments sucrés, il fait un régime particulier et qui peuvent donner ce qu'on appelle une diarrhée osmotique. Les antécédents familiaux, très importants. Généralement, on demande soit la notion de maladie inflammatoire dans l'intestin, le Crohn, la rétrocolite ulcéro-hépathique, et les cancers. Il faut préciser les caractéristiques de la diarrhée. En fonction des caractères de la diarrhée, on peut déjà penser à une famille d'étiologies. Il faut voir le mode de début de votre symptôme. C'est une diarrhée qui dure depuis des années, une diarrhée qui dure depuis 3-4 ans. Il faut penser à une cause fonctionnelle, plutôt à une diarrhée par exemple qui est récente, qui dure depuis moins de 8 mois. Il faut toujours penser à une cause organique. On a l'aspect des selles. Alors, si dans les selles vous retrouvez des éléments, des aliments non digérés, il faut penser plutôt, par exemple, à une diarrhée motrice, à hyperkinésie du tube digestif. Si par contre, au niveau des selles, il y a des éléments anormaux, il y a des glaires, il y a du sang, là, on est plus orienté vers une diarrhée inflammatoire, une diarrhée où la paroi de l'intestin est érodée, est inflammée. Il y a aussi une troisième anomalie, on peut voir si par exemple les selles sont grasses, sont luisantes, elles collent un peu trop à la cuvette, et là, ça nous fait penser, par exemple, vers de l'ostéatose, une augmentation du taux de graisse dans les selles. Il faut voir l'horaire, une diarrhée qui est par exemple diurne et nocturne, c'est-à-dire qu'elle vient la journée et la nuit, c'est presque toujours une diarrhée organique. Une diarrhée qui survient juste après le repas, le malade, dès que je mange, j'ai envie d'aller à la selle, et il y a des aliments qui sont non digérés, là, on pense plutôt à la diarrhée motrice. Il faut chercher d'autres symptômes, des douleurs, des vomissements, et des signes extra-digestifs qui peuvent vous orienter vers une pathologie spécifique. Et bien sûr, terminer par un examen ou par un interrogatoire sur les signes généraux.
l'examen clinique, on fait un bref examen de retentissement, on calcule le BMI, on fait un examen digestif complet, inspection, palpation, toucher pelvien, hein, et on fait un examen somatique à la recherche de certaines pathologies ou de certains signes qui peuvent nous orienter. Par exemple, si on a vu dans le TD sur les cancers digestifs, hein, la malade qui avait une diarrhée chronique avec un syndrome de malabsorption, et à l'examen physique, il y avait une dermatite herpétiforme. Hein, ça peut nous orienter, par exemple, vers la maladie cœliaque. Hein, on essaie de palper la thyroïde, c'est pas évident, mais il faut toujours palper les organes biliaires. Ah, sur ce tableau, j'ai essayé de mettre un peu des signes extra-digestifs orientateurs. Par exemple, si vous avez des troubles des fanères, des cheveux secs, cassants, une peau sèche, une glossite, ça nous oriente plutôt vers le syndrome de malabsorption. La dermatite herpétiforme, par exemple vers la maladie cœliaque, etc. Pour les examens complémentaires, il y a ce qu'on appelle des examens de première intention, c'est-à-dire qu'il faut les faire pour chaque malade qui présente une diarrhée chronique, et on a ce qu'on appelle des examens de deuxième intention, c'est selon les résultats des premiers examens et selon l'orientation étiologique. Donc on ne fait pas le tout en paquet. Comme j'ai dit à l'introduction, il faut les faire de manière hiérarchisée, de manière ordonnée et réfléchie. Sur le plan biologique, on fait un bilan, on peut dire un bilan général, une numération sanguine, ionogramme, glycémie, on fait un bilan nutritionnel complet, dose glycérique, électrophorèse des protéines, dosage de l'albumine, évidemment, et il y a certains examens qui sont un peu spécifiques. On fait, par exemple, il y a la CRP, dans le cas du bilan inflammatoire, vous avez la sérologie VIH avec l'accord du malade, vous avez la sérologie cœliaque, on va demander des antitransglutaminases, ou parfois des anti-androlysiens, et on fait un dosage des hormones thyroïdiennes. Concernant les examens de selles, il faut savoir que dans la diarrhée chronique, on ne fait pas de coproculture. Dans la diarrhée chronique, on fait que la parasitologie des selles. Dans la diarrhée chronique, parasitologie des selles. Jamais de coproculture en cas de diarrhée chronique, sauf chez l'immunodéprimé. Les termes sont différents. On passe aux examens morphologiques, en radio-endoscopie, on commence par l'endoscopie, des gastro-entérologues. Il faut faire une endoscopie haute et une iléocoloscopie avec des biopsies étagées, même en absence de lésions muqueuses. C'est-à-dire, même en muqueuse normale, il faut faire des prélèvements. Concernant l'imagerie, c'est vrai, donc le thérathorax, la SN, n'est pas nous avancer grand-chose, mais en cas de négativité des examens endoscopiques, on peut se faire aider par une échographie, voire un scanner abdominopelvien. Concernant les examens complémentaires de deuxième intention, on fait ce qu'on appelle le fécalogramme sur 3 jours, et on peut doser sur ce fécalogramme, c'est-à-dire sur ce recueil de sel pendant 3 jours, on peut faire plusieurs examens. On peut faire soit un dosage spécifique de l'alpha-antitrypsine, soit un dosage de graisse fécale. Et quand le taux de graisse fécale est élevé, on appelle ça de l'ostéatémie. On va voir par la suite quand est-ce qu'on fait le dosage de l'alpha-antitrypsine et quelles sont les situations où on fait un dosage de graisse fécale. On ne fait pas pour tous les malades. C'est-à-dire que lorsque vous avez un bilan de première intention qui est normal
ou qui nous orientent vers des étiologies spécifiques, on va demander ce type d'examen. Il y a aussi le temps de transit orofécal, la rouge carmin, on l'utilise pour les diarrhées motrices, mais il faut savoir que ce sont des examens qu'on ne fait pas en pratique. Il y a aussi le ionogramme fécal. On calcule ce qu'on appelle le trou anionique pour faire la différence entre les diarrhées osmotiques, c'est-à-dire les diarrhées par osmose, et les diarrhées sécrétoires. Il y a d'autres dosages spécifiques qu'on peut faire au niveau des selles. On a la calprotectine, qui est une protéine de l'inflammation. On fait le dosage de la calprotectine dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, surtout dans les bilans de surveillance, après traitement, pour voir s'il y a par exemple une récidive, surtout en post-opératoire. Il y a aussi le dosage de l'élastase fécale. On va le voir en détail dans le cours de la chronique. Il est dosé à la recherche d'une insuffisance rénale et on a ce qu'on appelle une recherche spécifique de laxatifs anthraquinoniques. Il faut savoir que certains laxatifs, surtout utilisés par les herboristes, on appelle des laxatifs irritants, comme on l'appelle en arabe l'aslaminophile. Ce sont des laxatifs anthraquinoniques. Ce sont des laxatifs qui peuvent provoquer des maladies au niveau du côlon. On les appelle maladies de laxatifs. Et ce sont des maladies qui vont se manifester par une diarrhée chronique et à l'endoscopie, on va retrouver un aspect de mélanose chronique, un aspect de tigré au niveau du côlon. Et le diagnostic il est assez difficile. L'histologie n'est pas spécifique. Dans certains centres de recherche, on peut doser ces laxatifs anthraquinoniques au niveau des selles. Il faut savoir que ces examens ne sont pas faits en pratique. Un autre test fonctionnel qu'on peut faire aussi, dans certaines pathologies spécifiques, c'est les tests respiratoires. Le patient va ingérer un sucre et on va doser l'hydrogène marqué au niveau de l'air. Là, on le fait en général à la recherche d'une pullulation microbienne de l'intestin. On va par la suite, certaines pathologies vont engendrer ce qu'on appelle une pullulation microbienne, c'est-à-dire une augmentation du nombre de bactéries au niveau de l'intestin grêle, qui est d'habitude milieu stérile, et cette pullulation microbienne de l'intestin grêle peut se manifester par une diarrhée chronique. Et dans la pullulation microbienne, on peut faire ce qu'on appelle des tests respiratoires. Les examens morphologiques de deuxième intention, maintenant, par exemple, si vous suspectez une atteinte suspendue au niveau de l'intestin grêle, on va voir chronique de l'intestin, il faut compléter par un entéroscanner ou un entéro-IRM. Si par exemple vous êtes plutôt certain que c'est une pathologie biliopancréatique, donc on a la cholangiopancréato-IRM, on a l'échondoscopie biliopancréatique, et on a aussi des dosages hormonaux spécifiques à la recherche. Par exemple, si vous suspectez un syndrome de Zollinger-Ellison, on peut doser la gastrinémie, faire un dosage de biacide basal. Si par exemple, plutôt on pense à des tumeurs neuroendocrines, on peut faire un dosage de la sérotonine, des 5-HIA urinaires, ou de la chromogramine A. La sérotonine, c'est pour la tumeur endocrine d'origine héréditaire. Il faut savoir que les cellules entérochromatiques, qui sont des cellules endocrines de l'intestin grêle, sécrètent plutôt de la sérotonine. Les entérochromatiques-like, qui sont surtout présents au niveau de l'estomac, sécrètent beaucoup plus de l'histone. Il y a aussi d'autres dosages, c'est un peu rare, si on suspecte un carcinome médullaire de la thyroïde,
de poser sur la ou si on suspecte, par exemple, une tumeur de type VIPOM, on fait vers un dosage statique du. On arrive actuellement à la classification des diarrhées. J'ai essayé de faire une classification selon le mécanisme pour ne pas donner tout en vrac. On va voir chaque famille d'études avec leur mécanisme de constitution de l'enfer. Premier groupe qui est le plus fréquent, le classique, c'est la diarrhée chronique à malabsorption. C'est-à-dire que muqueuse intestinale ne peut pas absorber certaines donc, ça va se manifester par de la diarrhée. Il faut savoir que cliniquement, la diarrhée, dans le syndrome de malabsorption, c'est une diarrhée qui est abondante et qui est graisseuse. Elle est associée à d'autres symptômes anomalies au niveau du chronique. Il y a de la dépression de la stérise centrale. On a un syndrome anémique, donc il y a de l'anémie en cas de malabsorption du fer, l'anémie, un microcytaire important. Si par exemple il y a une malabsorption de la B12, on a aussi une espèce d'hémoglobine. On a un syndrome ostéonalacique par malabsorption du calcium sur la vitamine D et qui vont manifester il peut avoir un syndrome hémorragique, dans le cas de la carence en vitamine K. Il peut avoir des œdèmes inférieurs, au stade un peu avancé, quand on aura des polycythémies. Et il faut savoir que une suspicion d'anémie avec une neuropathie, il faut toujours penser à une carence en vitamine D. Donc, sur le plan biologique, ce qui est traduit cliniquement, on le voit en biologie, on a une analyse, c'est ça, on appelle et si on fait un rapport classifical, on va retrouver les supérieurs à 6 ou à 4 grammes par an. Il faut savoir comment on n'est pas par contre, on est causes c'est pas parfait. L'adaptation avec des causes très nécessaires. C'est-à-dire qu'il y a la maladie ou la maladie nécessaire, c'est-à-dire que la sérotonine qui est virale, non virus. Soit vous avez des causes post-nécessaires. La maladie ARN, on va montrer aussi. Et on passe à la personne, pour les causes nécessaires, on a une situation très créative. On a une situation on aura pas mal des verrous dans son carrière. On ne va pas dire. C'est pas facile. Le diagnostic sera malgré là aussi, pour les enfants, quand on se passe avec les cours pour la ville, on n'aura pas une baisse. Ça, c'est bien, au niveau de l'important. Et par conséquent, on sera malabsorption des vitamines du produit.
troisième étude c'est la population médicale. C'est l'augmentation du nombre d'activités au niveau de la lumière. Il y a plusieurs maladies qui peuvent première pathologie à connaître, c'est la maladie cérébrale. On verrait au cours de la maladie cérébrale, je ne sais pas si c'est la maladie cœliaque, l'entéropathie, c'est pas l'allergie des entérocytes, la paroi intestinale, à une protéine gluten. Par différents tableaux, diaréchromiques, glucose, parfois même de la constipation, tableaux de troubles fonctionnels intestinaux. Les tableaux sont vraiment multiples, mais à noter qu'il y a toujours un syndrome de malabsorption, on peut avoir juste une anémie isolée par exemple, et le diagnostic est posé par trois éléments, par déjà l'endoscopie haute, qui peut retrouver ce qu'on appelle un aspect d'atrophie villositaire au niveau du duodénum. Pour certains qui ont assisté aux endoscopies, on a vu quelques malades, on a ce qu'on appelle un aspect hachuré des plissements duodénaux, comme des coups de hache sur les plis duodénaux, et elle est confirmée, donc cette atrophie villositaire endoscopique, on va avec l'œil, elle est confirmée en histologie. Une classification particulière pour l'atrophie villositaire sur le plan histologique, qu'on appelle la classification de Marsh. Sur le plan biologique, on fait un dosage des antitransglutaminases et des anti-endothélium. Et dans certaines situations, on peut aller jusqu'au typage HLA pour confirmer la maladie cérébrale. Dans certaines situations, on peut aller jusqu'au typage HLA. Recherche le HLA DQ2, DQ8 pour confirmer la maladie. Certaines parasitoses peuvent engendrer de la diarrhée chronique, elles sont très rares chez l'adulte. L'ambiliase, c'est la giardiose. La giardiose peut se manifester par une diarrhée chronique, mais il faut avoir à l'esprit que la giardiose se manifeste par de la diarrhée chronique, surtout chez l'enfant. Exceptionnellement chez l'adulte. Et on a aussi un autre groupe de maladies entérocytaires, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui vont toucher la paroi de l'intestin et vont se compliquer. Toute pathologie qui va toucher l'entérocyte, par exemple un lymphome, une sorte de tumeur infiltrative, on a par exemple la maladie de Crohn, si l'intestin grêle est détruit par de la radiothérapie, ou si on a ce qu'on appelle un syndrome du grêle court. Donc un malade qui est multi-opéré et qui a une toute petite partie d'intestin grêle, là, c'est normal qu'on aura une malabsorption. C'est normal, il a entre 6 et 8 mètres d'intestin grêle pour pouvoir garder un état nutritionnel correct. Alors, comme un syndrome du grêle court, il est défini par longueur de l'intestin grêle inférieure à 1 mètre, et ça va se compliquer par un syndrome de malabsorption. Et on passe aux causes post-entérocytaires. Les causes derrière l'entérocyte. En général, ce sont des obstacles à l'écoulement lymphatique.
c'est ce qu'on appelle des lymphangiectasies. Ce genre de maladies, elles vont se manifester premièrement par un syndrome de malabsorption, et on aura une baisse massive du cholestérol et des triglycérides au niveau sanguin. Ce genre de maladies sont plutôt diagnostiquées à l'imagerie. Il y a ce qu'on appelle des lymphangiectasies primitives, maladie de Waldman, et on peut avoir des lymphangiectasies secondaires, des obstacles à l'écoulement de la lymphe, de l'intestin, vers la circulation supérieure. Par exemple, par un lymphome ganglionnaire, tumeur, grosse tumeur au niveau du mésentère, elles peuvent comprimer le retour lymphatique et provoquer ce qu'on appelle des entéropathies exudantes. On passe aux diarrhées motrices. C'est une diarrhée par hyperkinésie de l'intestin. Dans ce cas-là, le malade va vous rapporter la notion d'aliments non digérés. Vous allez trouver certains aliments qui n'ont même pas été digérés. Et c'est une diarrhée qui est plutôt postprandiale, après le repas. Et c'est une diarrhée qui est diurne. Elle ne survient que la journée. Généralement, la nuit, le malade ne se plaint pas de diarrhée. Et c'est une diarrhée qui répond bien au ralentisseur du conduite et à l'épreuve de jeûne. C'est une diarrhée motrice et en général postprandiale, donc elle répond très bien à l'épreuve de jeûne. Donc le malade ne mange pas, il n'y a pas de diarrhée. Par contre, en cas de maladie organique, même si le malade arrête de manger, il aura de la diarrhée. Nous étions dans les examens de deuxième intention, on peut faire un transit rouge carmin, c'est un sucre qui est coloré en rouge, que le malade prend, et on va surveiller et voir quand est-ce que les cellules rouges vont apparaître. Et en général, dans la diarrhée motrice, la durée est moins de 8. Chez un individu normal, la défécation dure 20 ans. Pour les causes de diarrhée motrice, avant de parler de causes endocriniennes et neurologiques, il faut bien noter ça, que dans la diarrhée motrice, la cause plus fréquente des diarrhées motrices, c'est la cause fonctionnelle, c'est-à-dire les troubles fonctionnels digestifs. En cas de diarrhée chronique, là, il faut mettre toujours la pathologie fonctionnelle en dernier, après avoir éliminé toutes les autres causes. Mais il faut savoir que dans la diarrhée d'allure motrice, c'est la cause la plus fréquente. Mais il faut la laisser en dernier après avoir éliminé les autres causes. Les autres causes, comme les anomalies endocriniennes, cas d'hyperthyroïdie, la thyroïde qui va travailler de manière excessive, malade d'hyperkinésie, et on a aussi ce qu'on appelle les tumeurs carcinoïdes qui vont sécréter la sérotonine qui va provoquer une hypersécrétion digestive qui va stimuler plusieurs populations cellulaires au niveau du tube digestif. Ça va se manifester par de la diarrhée. Pour ce genre de tumeurs sont très difficiles à mettre en évidence. D'autre côté, en général, c'est des petites tumeurs nodulaires qui sont un peu hyperémiées en surface, de très petite taille. Sur le plan biologique, on peut doser de la sérotonine. Il y a deux autres dosages assez spécifiques. Le chromogramme A, le secrétaire urinaire. Et sur le plan imagerie, on fait de l'imagerie classique, un scanner, une échondoscopie, c'est
niveau de la paroi gastrique, duodénale ou de la glande pancréatique. Et il y a ce qu'on appelle l'octochloroscan. C'est une sorte de scintigraphie un peu spécifique. C'est une scintigraphie au récepteur de la somatostatine qu'on utilise pour rechercher les tumeurs neuroendocrines. Généralement, on les fait en même temps. On fait de l'imagerie classique, on demande un octochloroscan. Parfois, on n'arrive même pas à retrouver les tumeurs tellement elles sont petites, au chassé. On peut faire ce qu'on appelle un PET scan, une tomographie par émission de positons. On peut avoir des causes neurologiques. Dans les causes neurologiques, il faut enregistrer une seule maladie, c'est le diabète. Les autres, ça sort un peu de votre formation. Dans les neuropathies diabétiques, peuvent se manifester par de la diarrhée. On arrive maintenant à la notion de diarrhée osmotique et diarrhée sécrétoire. La diarrhée osmotique, tout se passe selon un mécanisme d'osmose. On aura un produit hyperosmotique qui va passer au niveau de la lumière de l'intestin grêle ou du côlon. Puisqu'il est hyper concentré, il va faire un appel d'eau de la paroi vers la lumière. C'est pour ça que ça va se manifester par de la lumière. On va avoir ce qu'on appelle un phénomène d'osmose. L'eau va passer du milieu moins concentré au milieu le plus concentré. C'est comme on prépare les malades pour la coloscopie, c'est par phénomène d'osmose. On va donner un sucre qui est non absorbable, un sucre qui n'est pas absorbé par l'intestin ou le côlon, et il va faire un appel d'eau de la paroi vers la lumière, et le malade va avoir une débâcle, et on le prépare pour les examens endoscopiques. C'est strictement le même mécanisme. Donc, on a soit des médicaments qui sont osmotiques, comme des laxatifs, on a le magnésium à forte dose, le sorbitol, qui est un sucre. On a plusieurs familles, mais c'est un sucre qui est utilisé plutôt dans les gâteaux. C'est un sucre qui est utilisé chez les diabétiques. Il y a certains diabétiques qui prennent du sorbitol à des doses assez élevées et avec le temps, ils vont développer de la diarrhée. C'est pour ça qu'à l'interrogatoire, il faut être très précis. Il faut toujours exiger de voir les médicaments, de voir toute la liste des médicaments pris par le malade. Un sucre dans l'alimentation est quelque chose de banal, mais qui peut vous aider dans votre démarche diagnostique. Vous avez soit les laxatifs, soit les sucres non absorbables, qui sont dans l'alimentation. Alors, la diarrhée sécrétoire, on voit que dans la diarrhée sécrétoire, c'est la lésion elle-même qui va sécréter ou qui va exsuder. La lésion organique qui va exsuder. Parfois, c'est des médicaments qui vont éroder la paroi et cette paroi va pleurer, ce qu'on appelle de l'exsudation. Elle va sécréter et ça va se manifester par la diarrhée profuse. Par exemple, des grosses tumeurs vileuses au niveau du rectum, ça peut sécréter, ça peut exsuder dans les différentes maladies inflammatoires. Ici, il faut noter que, par exemple, des maladies comme la maladie de Crohn, la diarrhée peut avoir deux mécanismes différents. On peut avoir une diarrhée, par exemple, par malabsorption, c'est une localisation duodénale, une diarrhée proximale, et par exsudation, par mécanisme sécrétoire. Sur le plan biologique, vu que la diarrhée sécrétoire est en général très abondante, on
on aura des troubles hydroélectrolytiques, et si on calcule le taux osmotique, hein, dans la diarrhée sécrétoire, il va être normal. Entéropathie exsudative, c'est le mécanisme principal des lésions post-entérocytaires. On avait parlé des obstacles à l'écoulement lymphatique de l'intestin grêle. Et dans ce genre de pathologie, on aura une perte excessive de protéines et qui va se manifester par ce qu'on appelle un anasarque. Un anasarque, ça veut dire que c'est un épanchement de toutes les séroses, plus des œdèmes des membres inférieurs. Donc là, le malade, il va avoir une acide, il va avoir un épanchement pleural, il va avoir des œdèmes des membres inférieurs, voire même un épanchement péricardique. C'est ce qu'on appelle un anasarque, c'est-à-dire un épanchement des séroses plus des œdèmes associés à des œdèmes des membres inférieurs. Le plan biologique, on aura une hypoalbuminémie sévère, hypogammaglobulinémie, c'est un obstacle de pulmonaire, et un dosage assez spécifique, qui est l'alpha-antitrypsine fétale qui sera très élevé. Mais, comme je le répète, ce genre de dosage se font dans des centres spécialisés et ne sont pas faits de manière systématique ou de pratique courante. On revient aux étiologies, dominées par les obstacles à l'écoulement lymphatique. Sur le plan diagnostic, on fera une endoscopie avec des biopsies. On aura un aspect, ce qu'on appelle un aspect de lymphangiectasie, une dilatation des vaisseaux chylifères au niveau de la muqueuse de l'intestin, et va se manifester par des petites surélévations blanchâtres. Les gens qui ont assisté à l'endoscopie, on en a vu quelques-uns. Mais sinon, il faut faire de l'imagerie pour vérifier l'écoulement lymphatique s'il n'y a pas d'obstacle à ce niveau. On a aussi certaines maladies qui peuvent se manifester par une anomalie de la situation lymphatique et se manifester par une entéropathie oxydative sont le grêle radique et la maladie de Crohn. Dernier mécanisme, c'est la diarrhée volumogénique. Donc, c'est une inondation de l'intestin par des sécrétions digestives hautes de l'estomac et du grêle proximal et du pancréas. Et cette diarrhée volumineuse, elle est souvent secondaire à ce qu'on appelle un syndrome de vomiting réduction ou un gastrite. Pourquoi? La gastrine, c'est une hormone qui va stimuler toute la population cellulaire gastrique déjà. Elle va stimuler le cellulaire pancréas, elle va stimuler le cellulaire principal, elle va stimuler le cellulaire mucus. Et on va voir que la gastrine, elle va même avoir un effet stimulateur sur la glande pancréatique, voire même certaines cellules au niveau du duodénum. Elle va stimuler la sécrétion pancréatique, d'enzymes pancréatiques, du mucus pancréatique. Elle va stimuler la sécrétion d'acide chlorhydrique, de pepsine, de mucus bicarbonaté au niveau de l'estomac. Donc, toute cette sécrétion accrue va inonder l'intestin grêle et va se traduire par de la diarrhée. On voit que dans les gastrinomes, on a sur le plan clinique presque toujours de la diarrhée chronique. J'ai eu un cas clinique assez complet la dernière fois. Le motif de consultation du malade, c'était la diarrhée chronique. Il faut noter ces mécanismes de diarrhée, diarrhée sécrétoire, osmotique, motrice,
et diarrhée par malabsorption. Normalement, on a terminé avec la conférence sur le diarrhée chronique. En conclusion, hein, il faut départager les malades en groupe, voir ce que vous allez faire après, vous orienter sur la clinique, l'interrogatoire et l'examen physique. Sur le plan des examens complémentaires, c'est d'abord des examens de première intention, un bilan standard, bilan inflammatoire, les hormones thyroïdiennes et la chirurgie cœliaque, les endoscopies haute et basse avec biopsie au niveau de tous les étages, même en glucose normale. Et si ce bilan de première intention est négatif, on peut par exemple passer au dosage hormonaux, des dosages un peu spécifiques au niveau des selles, voire d'autres examens morphologiques assez pointus. Voilà. S'il y a des questions sur